Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé les amis, content de vous retrouver pour cette énième chronique hebdomadaire avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, qu'on Eh se ben c'est retrouve dans c'est ce rendez-vous réciproque, hebdomadaire. c'est réciproque Monsieur Cohen, encore une fois merci pour votre disponibilité. Nous sommes le 17 juillet les amis, en plein milieu de l'été, on va comme d'habitude traiter l'actualité. Nous avons titré cette chronique La stratégie gagnante de l'Iran. On va commencer là-dessus et comme d'habitude, on évoluera en fonction des questions et de votre analyse. Monsieur, avant de commencer, Monsieur Cohen, je vous invite comme Oui, d'habitude, les amis, à partager un maximum, à tapoter sur TikTok, sur Twitter pour celles et ceux qui veulent participer et sur YouTube. Si vous voulez participer aussi, n'hésitez pas à faire votre demande. Vous avez le petit lien aussi en haut sur le bandeau YouTube pour soutenir la chaîne, les amis. Voilà, Monsieur Cohen, c'est à vous. oui. Alors, euh, pourquoi c'est une stratégie gagnante? D'abord, parce que elle a empêché, et pas n'importe qui, elle a empêché l'Amérique et Israël d'imposer leur volonté à l'Iran, ce qui est quand même colossal. Et donc, cette stratégie gagnante, elle est basée, à mon avis, enfin bon, je veux dire, c'est juste quelques idées comme ça d'observation. Euh, cette stratégie est basée sur une volonté colossale. Vous savez, la volonté, il y a des pays qui ont la volonté et d'autres pays qui n'en ont pas. C'est pas, vous savez, c'est comme les individus, hein. Il y a des individus qui vont avoir un moment de leur vie une volonté de survivre, une volonté de sortir d'une impasse, une volonté de s'enrichir, une volonté d'être président, etc. Et parfois, ils y arrivent. Les pays, c'est pareil. Une société peut être, euh, je citerai par exemple des sociétés colonisées qui, à un moment donné, malgré le rapport de force, malgré les sacrifices, ont réussi à inverser la tendance parce qu'ils ont accepté de se sacrifier, de s'organiser, d'aller jusqu'au bout, etc. Et l'Iran a su le faire, a su s'organiser, a su surmonter les frappes, a su surmonter les trahisons et a su répondre, parce que ce n'est pas évident de répondre à l'Amérique et à Israël. C'est-à-dire que ces pays-là font peur. Voilà. Et je citerai tout à l'heure un exemple qui me frappe d'ailleurs. Euh, je veux parler de la Russie, mais j'en parlerai plus loin. Et donc, l'Iran n'a pas eu peur. Voilà. Pas eu peur d'aller au bout et même de monter dans l'escalade. C'est-à-dire, vous me frappez, je vous frappe une fois et demie. Voilà. Vous me frappez deux fois, je vous frappe trois fois. Et donc, en fait, euh, pour la première fois, à ma connaissance, l'Amérique et Israël se trouvent plus ou moins acculés et ne savent plus quoi faire. Manifestement, ils n'ont pas réussi à briser comme ils ont souhaité le faire. Briser l'Iran, briser sa volonté et installer un régime à leur dévotion. Ce qu'ils ont très bien fait dans pas mal de pays arabes et d'autres pays, assez facilement d'ailleurs. Et donc, je voudrais citer deux exemples de pays arabes où on voit le contraste. Le contraste entre une volonté d'affronter l'ennemi coûte que coûte et d'aller plus loin dans l'escalade. D'un côté, ça c'est l'Iran, et de l'autre, je vais citer juste deux exemples, deux situations où
ses ennemis d'Israël ont reculé au dernier moment, c'est-à-dire n'ont pas su, n'ont pas voulu, n'ont pas osé affronter cet ennemi redoutable. Voilà. Alors qu'ils avaient les moyens. Leurs moyens, c'est pas. Regardez par exemple l'Iran. L'Iran n'a pas les moyens d'Israël et de l'Amérique. Et pourtant, ils ont tenu tête, et même mieux que ça. Donc, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question, encore une fois, de volonté et d'utilisation et de sacrifice. Alors, je vais citer le premier exemple qui est Arafat. Arafat qui a mené une guerre de résistance. Les amis, désolé, petit souci, nous avons perdu Monsieur Cohen, donc petit problème, apparemment il y aurait eu une coupure de courant, Monsieur Cohen est privé d'électricité dans son domicile, apparemment c'est une coupure générale. Donc les amis, n'hésitez pas à patienter encore, hein, partagez en attendant que Monsieur Cohen revienne. Hein, et d'ailleurs c'est marrant puisque on critiquait parce qu'il y avait des coupures de courant. Ben voilà, nous sommes en 2026 et il y a même des coupures de courant en région parisienne, les amis. En région parisienne, parce que M. Cohen est en région parisienne. Ouais, ben ça peut arriver, hein, c'est des problèmes qui sont indépendants de notre volonté. Ça peut arriver, des petits soucis techniques comme ça. Donc on va attendre quelques minutes en espérant que M. Cohen reviennent. En attendant, on va commenter un petit peu les derniers événements sur cette escalade entre les États-Unis et l'Iran. Hein. Donc, il y a des ripostes de faire de gros dégâts sur les bases américaines situées dans la région, au Moyen-Orient. Et effectivement, il s'agit, le début de l'analyse de M. Cohen était très intéressant. Effectivement, l'Iran a pris, entre guillemets, son courage à deux mains et se défend face à l'ordre américain. Voilà. Donc, on fera ses frappes jusqu'au retour au calme dans le sud et à Hormuz. Voilà, c'est les dernières nouvelles. Hein. Les États-Unis, ils ont frappé des ponts, des aéroports et une gare vendredi, donc aujourd'hui, afin d'affaiblir davantage les capacités militaires iraniennes. Hein. Selon Washington, il y aurait eu 7 morts. Et en riposte, l'Iran donc a frappé une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït.
au risque d'une nouvelle escalade. Voilà, donc on s'attendait à une accalmie, mais finalement, il n'y a pas d'accalmie. Cet accord, ce mémorandum qui a été signé il y a maintenant, il me semble, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, euh, est très, très mise à mal aujourd'hui, hein. Je crois qu'on a 60 jours, mais on n'arrivera pas à un accord de paix. L'Iran n'est pas prêt à céder à un iota face à la situation. L'Iran a très très bien compris la stratégie américaine et on sait qui est derrière aussi, qui pousse les Américains. Il y a une forme de pression qui est faite pour que les Américains continuent leurs offensives contre l'Iran. Et malheureusement, il y a des conséquences très très graves, hein. Très très graves sur le plan économique. L'Iran continue à bloquer ce détroit d'Ormuz. Alors, je n'ai pas regardé aujourd'hui, on était à combien sur le baril du pétrole. Je vais aller jeter un œil vite fait. Et la hausse continue, je crois, hein. Donc, alors, on est à combien aujourd'hui? Ouais, on est à 86 $. 88 $, pardon, 88 $ pour le Brent. Ah, on a Monsieur Cohen qui est de retour. Allez. Rebonjour. Bon, ben rebonjour, ben voilà, c'est la deuxième fois cette semaine, c'est incroyable. Bon, Ah, c'est les aléas du direct. Alors, Monsieur Cohen, je vous laisse reprendre où vous en étiez. oui. Donc je parlais d'Arafat qui avait d'excellentes cartes en main en 1986, 87, 88. Bon, à cette époque-là, il y a eu la première intifada qui causait un tort terrible à Israël. Il faut se rappeler les images de l'époque, c'est-à-dire c'est pire que l'Algérie française, enfin dans un sens. C'est-à-dire que les soldats israéliens avaient reçu l'instruction de briser au sens propre les os des Palestiniens, des jeunes, 13-14 ans. Ils prenaient des grosses pierres et ils leur brisaient les bras, les jambes, les épaules, et les images faisaient le tour du monde. Et c'était vraiment l'occupation dans toute son horreur. Et Israël passait vraiment, à ce moment-là, ça a été une période très difficile pour la propagande sioniste. D'ailleurs, en parallèle, on remarquera que cette période-là, c'est cette période-là où on va mettre l'accent sur la Shoah. C'est le film de Lanzmann, l'interdiction, les interdictions diverses, etc. Parce que pour faire contrepoids à la situation catastrophique d'Israël. Bon. Et en même temps, et c'est là où les Israéliens savent se montrer parfois, bon, à l'époque, très pragmatiques, très lucides, ils ont proposé à Arafat de négocier un accord. Ce qui est, imaginez les Israéliens qui avaient toujours refusé, même pas seulement de discuter avec les Palestiniens, ils les assassinaient. La semaine dernière, j'ai parlé, ou il y a 2 semaines, de ce diplomate qui était représentant de l'OLP à Lisbonne, et quelqu'un qui m'a envoyé son nom, je crois que c'était Sartawi, enfin j'espère ne pas me tromper. Donc les Israéliens éliminaient carrément enfin, les représentants de l'OLP, même pacifiques, parce qu'ils ne voulaient surtout pas tomber dans l'engrenage de la paix.
Ça, c'est l'horreur pour les Israéliens. Et c'est ça l'intelligence, enfin, parce que bon, les Israéliens sont intelligents, mais ils ont affaire à des... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie d'utiliser des termes péjoratifs, mais Arafat s'est comporté comme comme un bleu. Voilà. Disons pour ne pas être méchant. Arafat, les Israéliens lui ont demandé de négocier avec lui, mais il a cru que le monde, qu'il allait rentrer au paradis. Vous imaginez? Alors qu'il a fait, c'est ça le drame d'Arafat à l'époque, s'il avait fait une analyse, et en même temps c'est le pouvoir personnel, c'est ça aussi le problème. S'il avait fait une analyse lucide, avec ses conseillers, en tenant compte du passé sioniste, il serait dit on nous tend un piège. Voilà, parce que c'est pas possible. Et il aurait agi différemment. Et malheureusement, il s'est oublié. C'est-à-dire, il a dit ah, ça y est. Bon, en même temps, il voulait revenir. Vous savez, c'est ça le drame des hommes politiques. C'est-à-dire, quand ils ont été sous les feux de la rampe, comme on dit, et quand même, Arafat était à l'ONU en 1974. Il a brandi le revolver et l'olivier, etc. Il était reçu partout dans le monde. Enfin, dans les pays révolutionnaires. Et malheureusement, ça aurait été par exemple les Iraniens, ça la différence. Les Iraniens, quand les Américains ont demandé un cessez-le-feu, ils ont imposé leurs conditions. Ils n'ont pas dit « Ah, mon Dieu, les Américains nous offrent un cessez-le-feu, vite, vite, vite ». Non, pas du tout. Ils ont imposé leurs conditions. Et donc, ils ont poussé les Américains quasiment parce que tous les spécialistes ont dit que ces conditions-là étaient une forme de reddition. Voilà. C'est-à-dire que les Américains ont reconnu le détroit d'Ormuz. Après, ils vont changer d'avis, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au départ, au moment de signer, aux yeux du monde entier, ils se sont soumis aux désidérata iraniens. Et ça, c'est un fait. Ils peuvent faire après ce qu'ils veulent, mais c'est un fait. Ils ont accepté les conditions iraniennes. Alors que Arafat, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé négocier à Oslo. Il a tout accepté. Enfin, ou en tout cas, il a même fait cadeau des 2/3 de la Cisjordanie à Israël. C'est-à-dire, il s'est comporté comme un... Bon, j'ai pas envie d'être méchant, mais bon, voilà, vous comprenez. Enfin, je veux dire, il a tout accepté. Il n'a obtenu aucune garantie. Il s'est plié sur tout parce qu'il croyait son heure arrivée. Voilà. Alors qu'il avait les cartes en main. C'est-à-dire que c'est Israël qui est venu le chercher. C'est Israël qui est venu chercher les Palestiniens. C'est Israël qui avait besoin de cet accord. Parce que, pour vous donner un exemple, au moment de la signature des accords d'Oslo, Israël était vu comme un pays qui recherchait la paix. L'Inde, qui n'avait pas de relations diplomatiques avec Israël, a établi des relations diplomatiques. La Chine aussi. Donc, si vous voulez, Israël a gagné un prestige diplomatique extraordinaire, offert par Arafat. Mais, enfin, comment on peut être aussi... Bon, voilà, je laisse des vides, chacun mettra les noms qu'il veut, les mots qu'il veut, voilà. Parce que j'ai pas envie d'être méchant. Mais c'est un fait, voilà. Il avait toutes les cartes en main parce qu'il aurait pu dire, voilà, moi, d'abord, c'est pas à moi de négocier, allez négocier avec Mustafa Barghouti,
c'est le leader de l'intifada. Et malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Après les accords d'Oslo, Barghouti, on lui a monté des dossiers bidons et on l'a condamné à 5 peines de prison à perpétuité. 5. Ça veut dire qu'il ne sortira jamais. Voilà. D'ailleurs, il n'est jamais sorti. Israël n'a jamais accepté de l'échanger. Et donc, le héros de l'intifada, il croupit en prison parce que Arafat a décidé ainsi. Voilà. Peut-être pas, il n'a pas voulu ainsi, mais il est tombé dans le panneau. Mais un panneau grossier. Je vous assure qu'à l'époque, déjà, enfin, ceux qui étaient un peu lucides, on savait que c'était bidon. Voilà. Et il a laissé passer une chance extraordinaire parce qu'ils auraient pu obtenir. Voilà. Israël était acculé. Bon. Deuxième exemple de comportement arabe, disons faiblard, timide, qui n'osent pas. En fait, les pays arabes, bon, d'abord, il y a des raisons pour ça. Je vais les liquider. La plupart des régimes arabes, c'est pas qu'ils l'aient voulu. N'oubliez pas une chose, c'est que en Égypte, il y a eu des élections libres et démocratiques. C'est rare pour un pays arabe d'organiser de vraies élections libres et démocratiques. C'est en Égypte et Morsi a été élu avec, je sais pas, 2/3 des votants. Morsi était, je pense, que s'il était président au moment de la guerre de Gaza, il serait intervenu. Peut-être pas nécessairement militairement, mais il aurait ouvert les frontières et aurait dit je laisse passer les camions de l'aide alimentaire, des médicaments, etc. Parce que c'est une honte pour un pays grand comme l'Égypte. Quand même, c'est une honte que l'Égypte se soumette à la volonté sioniste de fermer la frontière et de lui dire ne laissez entrer aucun camion. Enfin, et laisser 2 millions crever de faim et de soif et de maladie. Je veux dire, il y a un minimum de dignité. Bon, en tout cas. La plupart, disons, des chefs, des dirigeants arabes, qui ont été imposés ou choisis, ceux qui ne faisaient pas l'affaire ont été éliminés. Et leur principale préoccupation, parce qu'ils savent qu'ils sont là par la volonté américaine. Et donc, eh ben, ils font la volonté de l'Amérique, parce qu'ils ont leur fric planqué là-bas, etc. Et il y avait un seul pays, qui est la Syrie, de Bachar al-Assad. Bon. Et à l'époque, en 2011, l'Arabie Saoudite, Israël, l'Amérique, etc., ont organisé des groupes islamistes, entre guillemets, pour le renverser. Mais la Syrie est un pays très fort. Ils ont lancé la guerre en 2011. Moi, petit observateur habitant à Paris, j'avais publié un texte en 2013, qui est d'ailleurs, qui est disponible. C'est un petit texte de 2 pages, c'est pas. Et j'avais dit que Bachar el-Assad pourrait devenir, ou aurait pu devenir, le Salah Din de l'ère moderne. C'est-à-dire le Salah Din, celui qui a libéré Jérusalem des croisés. Comment? Parce que tout le monde dit la puissance israélienne, machin, l'aviation, la bombe atomique. Très simple. Enfin, très simple. Moi, je vais donner une solution. La Syrie aurait disons, entreposé des dizaines de milliers de missiles, et des petits missiles, enfin des missiles de courte portée, etc. Quand elle aurait eu 100 000, peut-être en 6 mois, elle aurait pu avoir 100 000, 200 000 missiles. Les petits missiles, ce n'est pas des trucs compliqués. Bon. Moi, mon plan, je l'ai dit dans l'article,
lançait des dizaines de milliers de missiles chaque jour sur Tel Aviv, rien que Tel Aviv, parce que c'est le poumon du pays. À l'époque, la Syrie avait une armée de 400 000 hommes, 400 000, et bien entraînés, et aurait dit, à mon avis, enfin, aurait lancé 200 000 hommes à pied, pas en jeep, pas en tank, facilement, comment dire, qu'on peut facilement détruire. Non, à pied. Voilà. Lancer 200 000 comme ça, à pied, en footing. Voilà. Armés de mitraillettes et de grenades. C'est tout. 200 000 qui déferlent à travers la Cisjordanie, Gaza, va les arrêter, 200 000 personnes. Et détruisant tout sur leur passage. Combien de temps aurait duré le régime sioniste? Voilà. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas pensé. Je veux dire, moi j'y ai pensé tout seul. Donc, qu'est-ce qui a empêché? Et c'est ça le drame du monde arabe, des régimes arabes, et ça la grande différence avec l'Iran. Le drame du monde arabe, le drame de ce régime, qui s'est accroché à son palais, à sa fortune, à sa situation, etc. Et il n'a pas vu qu'il aurait pu, il n'a pas osé franchir le pas. C'est ça le truc. Mais en un mois, le régime sioniste aurait été balayé. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le régime sioniste? Il aurait lancé des avions, il aurait bombardé Damas. Ok, d'accord. Combien de temps Mais imaginez les 200 000 qui déferlent, juste armés de mitraillettes et de grenades, et les missiles qui tombent sur Tel Aviv. Mais en 2 semaines, c'était fini. En un mois, c'était fini. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est cet esprit d'audace, de résistance, de punition. Les régimes arabes, les dirigeants, quand je parle des Arabes, toujours les dirigeants, ils ont intégré la trouille, la peur, la faiblesse, cette espèce de... Et d'ailleurs, quand ils ont essayé, regardez ce qui est arrivé par leur faute. Saddam Hussein et Kadhafi ont fait des erreurs monumentales. Ce qui leur est arrivé, ils le méritaient. Je ne dis pas que c'est bien, non. Ils le méritaient, pourquoi? Voilà ce que l'Iran n'a jamais fait. N'a jamais fait confiance à l'Occident. Voilà. Tous les trucs, allez, on va signer, on va faire ceci, on va faire cela, ils n'ont jamais cru. Et ils se sont préparés. Parce que la résistance actuelle, elle n'est pas tombée du ciel. Et ils se sont préparés depuis des années et des années et des années. Voilà. Alors que Saddam Hussein, il est tombé dans le panneau pour le Koweït, il est tombé dans le panneau pour attaquer l'Iran. Kadhafi il a renoncé à ses armes. Il paraît qu'il se lançait dans la construction d'armes peut-être nucléaires ou en tout cas importantes. Et alors, j'ai pas envie, je vais pas entrer dans des considérations sociologiques sur les peuples, etc. Mais c'est un fait. Si on fait un bilan de l'histoire, disons des 100 dernières années ou 60 ou 80 dernières années, il y a un Iran chiite, religieux, qui a établi une forme d'esprit de sacrifice et de résistance et de volonté d'aller jusqu'au bout et même au-delà. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des régimes arabes qui tentent, ils ont les moyens, ils ont du fric, etc., ils ont l'intelligence, s'ils voulaient, mais ils se laissent aller. Vous savez, une fois, j'avais fait une boutade sur l'Égyptien. J'avais dit, les Égyptiens, ils ne sont pas faits pour la guerre. Voilà. Ils sont faits pour s'asseoir au café, écouter Kalsoum, fumer du hache et dire Mabsout. Voilà,
C'est ça le truc. Voilà. Alors que l'Iranien, c'est un autre monde. Voilà, c'est voilà, en quelques mots ce que je voulais dire sur enfin, ce qui a fait, parce qu'à l'étonnement même du monde entier, ce qui a fait la résistance du peuple iranien, et peut-être, mais je ne suis pas certain, est-ce que ça donnera quelques idées au monde arabe de suivre cet exemple, parce que Israël et l'Amérique ne sont pas invincibles. Voilà, qu'est-ce qu'il a démontré l'Iran? Ils ne sont pas invincibles. On peut les frapper là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et je vais finir par cet exemple. Je vais essayer de faire rapidement. La Russie, qui est l'Iran puissance 20. D'accord? La Russie, c'est l'Iran puissance 20. Pourtant, la Russie, elle est menée en bateau depuis 30 ans par l'Occident. Menée en bateau depuis 30 ans. Et la Russie n'a jamais osé frapper l'Occident là où ça fait mal. Voilà. Elle a ses raisons, mais elle n'a jamais osé. Donc, ils se font taper dessus. Là, par exemple, ils se font taper dessus avec les drones sur les trucs pétroliers, etc. Mais comment un pays comme ça peut supporter d'être harcelé, presque moqué par l'Occident? Et en plus, il y a 2 jours, la Russie et l'Amérique ont signé un accord pour continuer leur exploration spatiale. Vous savez, ils sont dans un truc autour de la Terre, etc. Et la Russie qui vend de l'uranium à l'Amérique. Est-ce que la Russie a besoin de 1 milliard de dollars pour cet uranium? Mais alors que d'un autre côté, les sanctions, etc., le renseignement à l'Ukraine pour abattre. Enfin, voilà la différence. Il n'y a pas que les Arabes. Hein. Il n'y a pas que les Arabes qui sont devant Israël et l'Amérique qui perdent leurs moyens. Il y a la Russie, voilà. La Russie est un grand pays, très grand pays. Encore une fois, c'est l'Iran puissance 20. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont été incapables, quelle que soit leur raison. Moi, je constate, la Russie peut donner des coups terribles, comme à l'image, à l'instar de l'Iran. L'Iran a su donner des coups pour rendre l'expédition américano-sioniste très, très dure. D'accord? Ils leur ont fait très mal. D'accord? Ben, la Russie aurait pu faire très mal à l'Amérique, ou à l'Occident, ou à l'Europe. Mais elle n'a jamais voulu le faire. C'est un choix, mais c'est là la différence. C'est pour montrer la volonté d'aller au bout et d'aller au-delà du bout. Voilà. Quand on a affaire à un régime, parce que, vous savez, Poutine, il fait un mauvais calcul. À mon avis, hein, c'est un petit avis, d'accord? Et l'Iran a fait ce calcul-là. L'Iran sait que l'Occident, enfin en tout cas l'Amérique et Israël, ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce qu'ils soient détruits. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va jusqu'au bout. Il se dit de toutes les façons, pour moi, c'est existentiel. Et la Russie devrait le savoir, Poutine devrait le savoir. Ça fait 30 ans, 35 ans que l'Amérique jure de détruire la Russie, de lui prendre ses ressources, etc. C'est connu. Je veux dire, c'est même pas. Vous savez, par exemple, Lindsey Graham, le sénateur qui vient de mourir, là, il y a 2, 3 jours. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 2 ans à Kiev? Moi, je l'ai entendu. C'est même pas de. J'ai entendu. Donc, il a dit nous tuons beaucoup de Russes, ça vaut l'investissement. Mais comment un pays comme la Russie peut supporter une chose pareille? Voilà. Alors, l'Iran, non. L'Iran, par exemple, on lui tape dessus, il tape 2 fois plus pour montrer que, attention, on n'est pas des petits joueurs. Voilà. Donc, voilà à peu près voilà, le petit tableau que je voulais faire sur les capacités de résistance de l'Iran. Voilà, s'il y a des questions, et désolé pour la coupure d'électricité.
Wally? Oui, voilà. Je croyais que vous m'entendiez. Vous m'entendiez pas, j'étais en train de parler. OK. Non, Donc non, je disais, on Monsieur Cohen, il n'y a pas de souci. Donc je disais, comment voyez-vous la situation, la sortie de conflit? Est-ce que l'Iran a besoin de vaincre militairement? Est-ce que les États-Unis sont obligés de négocier? Comment vous voyez cette sortie de crise là? Parce que finalement, ça fait plusieurs mois qu'on négocie et on n'arrive à rien. non, comme je l'ai déjà dit, vraiment le drame des Américains, c'est qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont fait une connerie et qu'ils perdent. Vous imaginez l'Amérique, à la rigueur, bon, perdre devant la Russie, bon, je comprends. Et même là, regardez comment il se montre arrogant face à la Russie. Eh bien, face à l'Iran, pourquoi? Parce que, militairement parlant, il n'y a pas photo. L'Amérique est de loin supérieure à l'Iran. Seulement l'Iran, elle n'a pas hésité à faire une chose, par exemple, que la Russie ne ferait jamais. C'est-à-dire, vous nous attaquez, eh bien, on va rendre le monde invivable. Voilà. On va rendre le monde invivable par votre faute. C'est-à-dire, il n'y aura pas de pétrole, il n'y aura pas comment on appelle ça, les engrais, il n'y aura pas de kérosène, il n'y aura pas de diesel, etc. Voilà. Et on coupera les fils qui font passer sous le détroit d'Ormuz. Peut-être qu'on détruira même les usines. Pourquoi les Américains hésitent à attaquer encore plus? Parce que les Iraniens, ils savent maintenant, ils savent qu'ils iront jusqu'au bout. C'est ça le truc. Donc, militairement parlant, l'Iran ne peut pas gagner. C'est-à-dire, vaincre militairement, c'est impossible. Mais il peut empêcher l'Amérique de vaincre. Et donc, à un moment donné, l'Amérique, ils ont signé un mémorandum. Mais en même temps, ça la fout mal. C'est-à-dire, comment ils vont laisser le détroit d'Ormuz à l'Iran? C'est pas possible. On est une grande puissance. On est la plus grande puissance. Et donc, on peut pas. C'est un pays qu'il faut mettre à la raison. Ils peuvent pas. C'est ça le drame de l'Empire. C'est qu'il ne peut pas renoncer à sa puissance. Et donc, comme il ne peut pas vaincre militairement, donc il va, là, par exemple, depuis une semaine, il se lance dans des bombardements qui n'ont rien donné pendant 2 mois, en mars-avril. Ces bombardements n'ont rien donné. Mais, enfin, de ce que je lis, je vois, les répliques iraniennes sont dévastatrices. Les bases aériennes sont en train de tomber, mais vraiment partout dans la région. Et en même temps, s'ils attaquent, enfin, apparemment, ils ont commencé à attaquer les ponts, les Américains, donc des crimes de guerre, manifestement, c'est-à-dire ils attaquent des ponts qui ne sont aucun objectif militaire, et avec des civils, des voitures qui tombent, etc. Mais les Iraniens vont répliquer pire, c'est-à-dire encore plus. Et donc, Trump ou l'Amérique se trouvent devant ce dilemme. Que faire? Voilà. Ils ne peuvent pas dire, bon, OK, vous avez gagné. Et ils ont essayé de faire avec le référendum. Mais ils ont l'idée de laisser l'Iran détenir le détroit d'Ormuz leur est insupportable. Alors qu'il y a quelques mois, il ne l'était pas. Mais en même temps, je pense que parce que il faut voir, les Iraniens attendent la catastrophe mondiale qui va arriver. Enfin, tous les spécialistes que j'écoute, ils parlent des niveaux, par exemple, de pétrole, des stocks sont au plus bas. Le monde est en train est vraiment au bord de la catastrophe. Donc,
Trump espère gagner quelques. Peut-être, il se dit, euh, quand on l'entend parler, on sent le cow-boy, voilà, le Yankee. Moi, je l'écoute, enfin, en VO, donc on sent le Yankee. Il ne parle que de victoire, on va leur taper dessus, ils vont, jusqu'à ce qu'ils demandent grâce. C'est le Yankee, l'empereur qui ne peut pas admettre la révolte, surtout d'un musulman, quand même. Enfin, je veux dire, à la limite, s'il est russe, c'est lui donner une leçon, bon, il l'accepterait. Mais un pays de mollahs, ça encore, c'est insupportable, d'autant plus que ça fait 40 ans qu'il les méprise, qu'il les dénigre. Mais en même temps, à mon avis, à un moment donné, il va falloir qu'il se soumette parce qu'il y a le réel. Et le réel est là qui frappe à la porte. C'est-à-dire un pétrole peut-être à 150 ou 200, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, des difficultés insurmontables pour l'économie mondiale et toute une région du Golfe qui risque de sombrer dans la désolation. Monsieur Cohen, est-ce qu'une une opération d'envoi de troupes au sol est possible aujourd'hui? Alors, j'ai écouté Scott Ritter, Johnson, enfin bon, des grands spécialistes américains qui disent que ça serait une catastrophe. Et comme ça serait une catastrophe, j'espère qu'ils le feraient. J'espère. Parce que ça ajouterait peut-être à l'humiliation. Parce qu'ils auraient besoin d'une humiliation pareille. Parce qu'en fait, il explique, l'Amérique est très loin. D'abord, toutes les bases d'appui sont en train d'être détruites. C'est-à-dire, quand tu veux envoyer des troupes au sol, ben, je ne sais pas, 5 000, 10 000, etc., il faut de la logistique, il faut des radars, ben, il faut un accompagnement. Or, toutes les bases qui auraient pu servir de soutien sont détruites ou envoient de lettres. Bon, d'une part. Deuxièmement, on peut envoyer des troupes au sol. Enfin, je reprends les explications des spécialistes. On peut envoyer, mettons, 5 000, 10 000. Très bien. On les pose soit par parachutage, soit par débarquement, etc. Et après, ils sont à la merci. Parce que la côte iranienne, les Iraniens ont construit des milliers, sinon des dizaines de milliers de bases de missiles intouchables. Voilà. Ben, elles sont à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres de profondeur. Va les toucher. Voilà. Donc on peut bombarder, et hop, ils sortent des missiles dont on ne sait pas où. Et donc, ces militaires qui seraient regroupés sur une île ou quelque part, ça serait quasiment du canardage. Enfin bon. Mais Trump, dans l'état où il est, je pense qu'il est capable de le faire parce que ben, on le voit, on voit mal parce que bon, s'il demande un cessez-le-feu encore, cette fois-ci, les Iraniens, cet après-midi, j'ai fait une petite interview avec un média iranien et je dis d'ailleurs, j'ai dit la prochaine fois, avant de signer un accord, il faut exiger des choses concrètes. Voilà, c'est fini. Les Iraniens, la prochaine fois, ils ne vont pas dire dans 3 mois, vous allez lever les sanctions. Non, vous allez nous faire un chèque tout de suite de 12 milliards. Sinon, il n'y a pas de négociation. Nous, on est tranquille. Les Iraniens sont tranquilles, il n'y a pas de problème. Ils peuvent taper, les Américains peuvent détruire des ponts, etc. Bon, ok, mais les autres aussi peuvent le faire. Donc, et ils le font encore pire. Donc, à un moment donné, l'Amérique va être prise à la gorge. Voilà. Et ce moment, il approche dangereusement, mais l'humiliation serait tellement. J'ai entendu un truc, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, vous savez, ces Américains qui sont très bien informés, etc., il paraîtrait qu'il y a 2 ou 3 semaines,
Trump aurait demandé au chef d'état-major les moyens d'utilisation, parce que bon, des armes nucléaires. Bon, vous savez, un grand pays comme ça, c'est pas pour utiliser une arme nucléaire, ça se fait pas comme ça. Allez-y, lancez. Bon, il va y avoir des protocoles, etc. Et le chef d'état-major aurait dit non, ouais, pas question, parce que on peut pas, pas, peut pas permettre à un type, parce que il est complètement, enfin moi quand je l'écoute, il délire, ce type délire. Il croit, enfin peut-être qu'il ne le croit pas au fond de lui-même, mais en tout cas, le discours qu'il dit, c'est que nous sommes en train de gagner, nous leur donnons une leçon, nous leur bottons les fesses, etc., etc. C'est extraordinaire. Enfin bon. Monsieur Cohen, il y a une question sur la fluctuation des prix du baril à Mhm. la bourse. Comment on peut l'expliquer des yo-yo comme ça? Un coup, c'est 3 dollars plus haut, un coup, c'est 4 dollars plus bas. Comment on peut Alors, l'expliquer? alors euh, c'est là où on se rend compte quand même que Trump n'est pas un con, pas un idiot, hein, comme on pourrait l'imaginer. C'est que depuis le 28 février, il a réussi, hein, jusqu'à présent. Hein. Après, combien de temps? Parce que, comme je vous ai dit, le mur du réel est en train d'approcher grave. Voilà. En fait, ce qu'il faisait, c'est que le vendredi, il annonçait que, ben, parce qu'il a comment dire, un médium qui s'appelle Barak David, bon, qui est un Israélien et qui a un site qui s'appelle Axios. Voilà. Et c'est lui qui, comment dire, il fait un peu l'arbin ou le, ah oui, le télégraphiste. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, qui est devenue populaire dans les années 80 avec les Polonais. On avait accusé Fabius d'être le petit télégraphiste du dictateur polonais, enfin bon, en tout cas. Donc, il est le télégraphiste de Trump. C'est-à-dire que, à la veille, parce que les marchés pétroliers ferment le week-end. Donc, le vendredi, il annonce que des négociations vont avoir lieu. Alors, hop, les prix baissent. Voilà. C'est-à-dire que, et après, lundi, bon, il remonte un petit peu, etc. En tout cas, Trump a réussi à, à faire jouer les prix, et puis avec le soutien évidemment des grandes compagnies, parce elles lui sont fidèles. Et elles sont capables de mettre des dizaines, des centaines de milliards pour maintenir les prix. Donc en fait, on a maintenu les prix artificiellement bas, relativement bas, parce que sinon, en principe, les prix auraient dû atteindre facilement 150 et 200 dollars. Ce qu'on ne sait pas aussi non plus, c'est que lorsque vous voyez que le cours du pétrole est à 85 dollars, ça ne veut pas dire qu'il est à 85 dollars. Ça, c'est la valeur papier. C'est le baril papier. Comme si vous achetiez de l'or papier. Ça veut dire que vous avez un certificat. Par contre, ce baril acheté en principe 85 dollars, vous savez que quand un pétrolier navigue, il met, mettons, 3 semaines pour aller de l'Arabie Saoudite à Singapour. Pendant ces 3 semaines, le prix la propriété du pétrole peut passer entre 10 15 mains différents, propriétaires différents. Et donc, quand on achète le pétrole à 85 dollars, il arrive à Singapour à 150. Mais il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de manipulation pour faire croire que le pétrole n'augmente pas beaucoup. Mais en fait, il augmente énormément, mais à un moment donné, il va falloir réajuster. Et si vous suivez, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Béchade, je vous le recommande d'ailleurs parce que, bon, même s'il est un spécialiste de la bourse, etc., c'est quelqu'un qui a un esprit très, très fin et très subtil et très critique. Donc, c'est pas du tout le gars qui est. Voilà. Donc, il explique pas mal. D'ailleurs, par exemple, la bourse américaine,
dans les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois, elle a quasiment doublé. C'est complètement hallucinant, ce truc-là. Mais parce qu'il fallait donner cette illusion que l'économie marchait très bien, que tout est magnifique, etc. Mais à un moment donné, le réveil va être brutal. Voilà. Très bien, merci. Merci, M. Cohen, pour votre réponse. Nous avons un intervenant, Louis. Bonsoir, monsieur Attitude. Bonsoir, monsieur Cohen. J'espère que vous allez tous bien. Bah, écoutez, j'ai juste une question à monsieur. Vous êtes monsieur Cohen, peut-être je me trompe. Oui. Hein. Vous êtes Cohen, on est d'accord. Avec tout le respect que je dois, j'ai vu vos vidéos. Écoutez, je partage beaucoup d'avis avec vous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Vous faites partie des justes. Vous savez, pendant la Shoah, excusez-moi que je respecte, j'y crois beaucoup. On perd des justes. Nous aussi, vous faites partie des justes. Juste si je peux me permettre, si je peux mettre une petite nuance, il y a un truc où je suis pas d'accord avec vous. Le respect que je vous dois, hein, c'est pas par rapport au drapeau berbère. Vous avez dit que c'était un truc des sionistes, et là, je suis pas vraiment d'accord, cher monsieur. Pardon, recommencez, j'ai pas bien entendu. Est-ce que j'ai parlé de ça ce soir? Non, mais Monsieur Cohen, c'est pas du tout le sujet. Donc, j'ai descendu ce monsieur parce qu'on est sur un sujet. On est sur un sujet, la stratégie gagnante de l'Iran. On nous ramène le berbérisme sur le live. Donc, c'est pas du tout le sujet. On évoquera peut-être. Pardon. S'il nous écoute, on le traitera une autre fois, d'accord? Voilà. Oui, très très bien. Monsieur Louis, c'est pas un souci. On pourra très très bien évoquer ce sujet à un autre moment dans une autre émission. Mais là, ce soir, si vous avez une question sur la stratégie gagnante de l'Iran, il n'y a aucun souci. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur Louis. Monsieur Cohen, alors je vais revenir sur le chat parce qu'il y avait pas mal de questions et il y en avait une tout à l'heure. C'était concernant. Alors, je la retrouve. Alors, elle est là. Voilà. Question à M. Cohen. Donc, la création d'Israël n'est-il pas un piège tendu par l'Occident au peuple juif pour se détourner de la seule civilisation qui les respectait, à savoir l'islam? Oh, enfin bon, vous savez, a posteriori, une fois que c'est arrivé, c'est développé, etc., il est facile, il est commode de trouver des explications comme ça. Voilà. Mais je ne crois pas qu'au départ, dans les années 20, 30, 40, moi qui connais un petit peu cette période, enfin je l'ai étudié un peu quand même, je ne crois pas qu'on pensait à tout ça, hein, que les Anglais pensaient à tout ça, que les Français pensaient à tout ça, etc. C'est-à-dire, ils avaient des préoccupations beaucoup plus immédiates et moins portées sur des éléments de civilisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des préoccupations de territoire, de partage de pouvoir, de commodité, enfin entre les populations, parce que il faut savoir que dans les années 30, déjà la Palestine bouillonnait il y avait des révoltes, il y avait des attentats, etc. Donc, parler et évoquer tout ça, moi, ça me paraît un peu facile. C'est-à-dire, c'est une interprétation qui peut être vraie, qui peut avoir une certaine signification a posteriori. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, voilà, c'était ceci, cela, mais au moment de l'action, c'est-à-dire, je vois mal, enfin, je ne pense pas que c'était la préoccupation des autorités britanniques, américaines, françaises, etc. Voilà. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que on oublie que le sionisme en tant que tel, Israël en tant que tel, n'ont jamais été populaires jusqu'en 1948. D'accord? Et avait
ou de l'indifférence, ou ou de la franche hostilité, ou du mépris, mais l'idéologie sioniste n'avait pas pris chez les juifs européens, américains, des pays arabes, etc., jusque dans les années 50. Voilà. Donc, c'est pas. C'était vraiment une idéologie étrangère à leur culture, à leur tradition, à leur passé. Il faut vraiment imaginer ça. Hein. Je sais que ça peut paraître un petit peu difficile aujourd'hui, mais vraiment, l'idéologie sioniste, Israël, pour les juifs du monde entier, c'était une lubie. Voilà. Et quand ce n'était pas, enfin, je vous rappelle qu'au Maroc, les rabbins, les chefs de la communauté traitaient, on avait des sionistes qui étaient venus louer une maison au Mela de Meknès. On les traitait de mécréants, etc. Enfin, c'était, je dirais pas une guerre ouverte, mais pour eux, c'était des extraterrestres dont il fallait se méfier, etc. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique ou un peu, comment dire, j'embarque pas dans ce genre d'interprétation, mais encore une fois, une fois qu'on voit le déroulement, peuvent amener un éclairage. Mais cet éclairage-là n'existait pas au départ. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Il y a Yacoub qui est avec nous. Bonjour, bonsoir. Yacoub, micro. Il m'entend? Oui, on vous entend. Ouais, donc pour revenir à la stratégie gagnante de l'Iran, moi je suis dans un groupe WhatsApp et j'étais beaucoup en contact avec les frères qui suivent la salafia, c'est-à-dire le wahhabisme, en gros, ce qu'on dit aujourd'hui. Et eux, dans leur logique, si on écoute les ulama, en général, d'Arabie Saoudite, ils disent qu'il ne faut pas, pour ce qui concerne le monde musulman, il ne faut pas se préparer pour attaquer Israël parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt physiquement, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Donc, c'est comme jeter des cailloux sur des chars et toujours en prenant l'exemple de l'intifada. Nous, on jette des cailloux et en face de nous, il y a des chars. Donc, on a perdu d'avance. Et ça consiste toujours à dire, apprenez votre religion, on va se ressouder les uns les autres, quitte à mettre 2-3 générations. Pendant ce temps-là, on a Israël qui gratte du terrain. Et moi, j'ai l'impression que je commence à m'écarter de ce discours parce que j'ai l'impression que ces fameux ulama, ils font des fatwas, ils adaptent des fatwas selon, comment il s'appelle, le prince héritier Ben Salman. d'Arabie Saoudite. Ben Salman, voilà. Et moi, là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est comment ça se fait en 79, j'ai 62 ans, donc en 79, on a dit c'est le djihad, il faut attaquer, faut se mettre du côté des Afghans pour attaquer les Russes, quand la Russie elle avait envahi. Ensuite, c'était en 90, quand, comment on appelle ça? La guerre d'Irak, oui. Quand en 90, la première guerre du Golfe, on a dit non, il ne faut pas s'en mêler, c'est les Américains qui vont venir, ils vont fouler le sol de l'Arabie Saoudite pour se débarrasser de Saddam Hussein. Et après, il y a eu la Bosnie. En fait, quand c'était du côté qui arrangeait l'Arabie Saoudite, c'était le djihad. La preuve, ils sont tous revenus, après les Moudjahids, ils sont tous revenus en Algérie, foutre le bazar. On a eu 10 ans de guerre civile. Bref. Et aujourd'hui, avec le 7 octobre, on voit le massacre qu'il y a, mais c'est toujours pareil. On fait rien, il faut rien faire. Et le problème, c'est que le fameux groupe WhatsApp, on parle jamais de la Palestine. Quand on mot sur la Palestine, c'est
comment faire la prière, comment D'accord, d'accord. Si tu peux, excuse-moi, si tu peux écourter et aller au bout de ta question. On a compris un petit peu ta vision. Comme ça, Monsieur Cohen, il va essayer de te répondre. Vas-y, s'il te plaît. Moi, ma question, c'est ce fameux djihad, qu'on est 2 milliards de musulmans. Si les hommes, il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Rien que dans le Maghreb, entre Maroc, Algérie, Tunisie, je suis sûr qu'il y en a qui sont prêts à mourir. Est-ce que c'est possible de rentrer dans Tel Aviv avec des armes, mais je veux dire en guerre urbaine? Est-ce que c'est possible, ça? Ok, Monsieur Cohen va essayer de répondre à ta question. Merci. Tout à l'heure, j'ai cité 2 cas, Arafat et Bachar al-Assad, et j'ai essayé en tout cas de démontrer qu'ils avaient des moyens, enfin pas mal. Hein. Ça veut dire s'il y a eu la volonté, l'audace, etc. Enfin, moi j'ai expliqué tout ça. Ils auraient pu attaquer vraiment, faire très mal aux Israéliens. Voilà. Donc, ce qui a manqué, c'est j'ai démontré aussi qu'on peut être faible, c'est-à-dire moins fort militairement, mais arriver à faire mal à l'adversaire. Donc ça aurait pu se faire. Voilà. C'est-à-dire que les Arabes ne sont pas condamnés, les peuples arabes ne sont pas condamnés à être dominés par Israël, mais malheureusement, enfin pour des conditions que j'ai expliquées, mais en même temps, il y a la complicité des régimes. C'est évident que, par exemple, au Maroc, vous avez par exemple dans les mosquées ou en France, bon, les mosquées sont surveillées en France, c'est-à-dire il y a toujours un indicateur, un espion. Donc l'imam, il est obligé de faire attention à ce qu'il dit. Au Maroc, c'est pareil, c'est-à-dire ce sont des fonctionnaires. Donc on leur dit, voilà ce qu'il faut dire sur la Palestine, etc., etc. Donc en fait, les régimes arabes, la plupart, qui ne veulent pas faire la guerre, que j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent avoir leur fric, etc., etc. Donc, ils organisent, comme ils contrôlent les moyens d'information, les mosquées et tout. Alors, par exemple, quand il y a le Hajj en Arabie Saoudite, il est interdit de parler de la Palestine. Donc, c'est-à-dire tout est fait par le pouvoir établi arabe pour empêcher cette expression populaire. Voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, j'avais cité Morsi, que s'il avait été président à l'époque de Gaza, il aurait certainement, à mon avis, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a renversé, parce que lui, il aurait lancé le peuple à l'assaut d'Israël. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. On a un autre intervenant. Bonsoir, Marodi. Oui, bonsoir. Moi, je voulais dire que le contraire. Ce qui se passe, c'est les salafistes wahhabistes, ils sont en train d'encourager et d'aider l'identité criminelle, d'accord? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils attaquent ces gens-là? Ils sont en train d'attaquer l'Iran du matin au soir. Hein, les gens qui se prennent pour des oulémas et tout ça, ils disent non, ils attaquent les chiites, vous n'êtes pas des musulmans et tout, tu vois. C'est le contraire. Ils parlent même pas des bases militaires sionistes américaines qui se trouvent en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, au Yémen, au Bahreïn, au Koweït, tu vois, Émirats et tout ça. Ils parlent pas de ça. D'accord. S'il te plaît, est-ce que tu as une question pour M. Cohen? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. C'est le contraire. Les salafistes sont en train d'aider les sionistes. Tu vois, même notre prophète, il a parlé de leur grand, entre parenthèses, alim, soi-disant, le wahhabite, là, le Ibn Abdul Wahhab, là. Il a dit, notre prophète, c'est la Coran du Satan. Tu vois? Et eux, ils continuent à le suivre, tu vois? Ok, ben écoute, on va laisser M. Cohen répondre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir religieux, qui dépend du gouvernement central, que ce soit en Arabie Saoudite, au Maroc, un peu partout, c'est-à-dire les discours des imams sont contrôlés, etc. Et donc, ils vont dans le sens souhaité, c'est-à-dire combattre l'Iran, aider l'Amérique, faire la paix avec Israël, etc. Voilà. Alors, effectivement, nous sommes sur la fin
de la chronique, il y a peut-être une dernière question, Monsieur Cohen. Je regarde. Oui, Ah, voilà. Alors, que savez-vous sur le projet NEOM d'Arabie Saoudite? J'ai appris que Ben Salman était ruiné. été. Ruiné. Ah, euh, alors, s'il est ruiné, ça veut dire que l'Amérique lui a confisqué son fric. Parce que, alors, je vois pas comment il peut être ruiné quand même. Il ne faut pas exagérer. Enfin, c'est quelqu'un qui a accumulé des centaines de milliards. Je veux dire, non, non, ils ont placé. Le drame des pays du Golfe, c'est que tout l'argent qu'ils gagnent, soit ils achètent des armes qui ne leur servent à rien pour faire plaisir aux Américains, soit ils le placent dans le. D'ailleurs, c'était la panique au, à New York dans les places financières, parce que qui alimente la bourse, les obligations, les achats d'obligations, etc. En grande partie aussi, ce sont les Arabes, parce qu'ils placent des milliers de milliards dans cette affaire. Donc, ou bien MBS a demandé l'autorisation, parce que bon, l'Amérique, on demande l'autorisation quand même de récupérer son fric, parce qu'il doit avoir, à mon avis, au bas mot, enfin au bas mot 2000 milliards placés aux États-Unis, au bas mot, voilà. Donc il ne peut pas être ruiné. Mais est-ce que l'Amérique l'autoriserait à récupérer son propre fric? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas vraiment au courant des tractations qui se passent. Je sais qu'il y a quelques mois, en tout cas au mois de mars, les Émirats arabes unis avaient demandé l'autorisation à l'Amérique de tirer une bonne partie de leur fric investi dans les obligations américaines. Voilà. Et donc, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Je ne sais pas. Mais de là à dire que Metz est ruiné, ça me paraît un peu. D'autant plus que jusqu'à présent, la capacité pétrolière de l'Arabie Saoudite n'a pas été très grandement affectée. Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, à ma connaissance, l'Arabie Saoudite n'a pas perdu 50% ou 80% de son potentiel. Donc, pétrolier. Et ils ont une grande base et un grand centre de l'Aramco qui pourrait être détruit par l'Iran. Je ne sais pas si ça se fera. Je sais pas. A priori, comme l'Arabie Saoudite a attaqué le Yémen il y a 2 jours, il se peut que le Yémen interdise l'exportation de l'Iran à l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite peut exporter son pétrole par la mer Rouge, c'est-à-dire vers le canal de Suez. Alors, il y a des menaces là-dessus, je ne sais pas. Donc, c'est ça qui peut gêner l'Arabie Saoudite financièrement parlant. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, très bien. Monsieur Cohen, juste une dernière Oui, par rapport à un fait d'actualité. Comme je oui, vous l'ai dit tout à l'heure en début d'entretien, en off, oui, l'affaire Pegasus est revenue aujourd'hui au centre de l'actualité. oui, Euh, alors, cette affaire Pegasus, c'est une affaire d'espionnage d'un logiciel espion qui avait été oui, utilisé par le Maroc voilà, pour espionner des oui, personnalités ou des oui, opposants au régime et tout ça. Et donc, le Maroc a toujours nié, sauf qu'une enquête a été faite et il s'avère qu'elle a été publiée hier et il s'avère que donc le Maroc a bien utilisé ce logiciel espion. Il y a même des témoignages d'anciens agents du régime marocain qui ont témoigné de ça. On évoquera ça les semaines à venir. Hein. Je vous laisserai le temps de regarder peut-être, Monsieur Cohen. Mais ce que je oui, voulais vous dire, l'information que je voulais vous passer, ce qui est surprenant, c'est que l'article, cette information est sortie hier en marge de la visite de la délégation française au Maroc. Donc oui, oui, le Cornu et la délégation française se sont rendus au Maroc
et cet article est sorti. Et il paraîtrait même que dans les espionnés, pardon, figurait justement le Cornu. Voilà. C'était juste cette petite information que je voulais vous passer. Juste un petit mot peut-être, et puis on en reparlera la semaine prochaine peut-être. Oui, enfin bon, je veux dire, c'était à peu près admis que Pegasus, qui est un logiciel israélien développé par une société israélienne, et qu'Israël a offert au service secret marocain, parce qu'ils les aiment bien, et donc ils auraient espionné les Macron et d'autres politiques très en vue. Voilà. Alors, pourquoi ça sort hier ou aujourd'hui? Bon, c'est un peu bizarre parce que, voilà, il y a peut-être des gens qui ont envie de saboter le voyage. C'est délicat de parler en général de ce genre, parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce genre d'épisodes des services secrets, etc. Bon. Est-ce que ça a continué l'espionnage? A priori, non. Mais il y a des gens qui ont eu intérêt à ce que ça ressorte pendant la visite, parce que c'est pas un hasard si ça sort pendant la visite. Peut-être qu'ils sont expliqués, mais ce qui est sûr, enfin en tout cas ce qui est admis, c'est que les Marocains, enfin en tout cas le roi et d'autres responsables marocains en ont profité pour écouter les plus hauts dirigeants français. Après, peut-être qu'ils sont expliqués qu'est-ce qui s'est passé entre eux. C'est vraiment difficile de savoir à ce niveau-là. Voilà. Et une dernière information, Monsieur Cohen. Oui. Deux opposants, dont le journaliste Omar Radi, qui était concerné par l'affaire Pegasus, qui avait été incarcéré et qui avait fait, je crois, 1 an de prison. Et une autre personnalité, j'ai oublié le nom, mais je vous donne juste l'information, ces deux personnes-là concernées par l'affaire Pegasus ont été graciées par le roi en 2024. En 2024, il me semble que c'était à l'occasion du discours du trône et tout ça. Voilà. Donc, moi, ce que je mets en parallèle là, c'est cette grâce donc, de ces deux opposants et la venue de Macron en octobre, après cette lettre faite concernant la question du Sahara occidental. Alors, on peut paraître, comment dire, on peut supposer des hypothèses complotistes ou je ne sais quoi, mais il n'y a jamais on peut toujours trouver un lien entre ces affaires. Voilà. Oui, c'est ce qui est difficile dans ces affaires parce qu'elles touchent vraiment le sommet politique, du renseignement, etc. Et en général, même les informations qui filtrent, souvent, sont des informations pas nécessairement bidons, mais peut-être un peu tronquées, un peu manipulées. Elles sortent à un moment particulier, etc. Donc, on est à la merci, nous simples citoyens qui essayons de comprendre, nous sommes un peu les jouets de grands intérêts qui se font des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je me méfie un peu de chaque information, parce que je me dis, si nous donnons cette information, c'est parce qu'on veut qu'on pense comme ça, ou qu'on veut nous diriger vers ça, etc. Voilà. Et au fond, les vrais renseignements, on les connaîtra jamais, voilà. Parce que ça touche. Très bien. Voilà. Oui, très bien. Alors, à la semaine prochaine, alors. Monsieur Cohen? Oui. Oui. Ah, bah écoutez, j'ai perdu Monsieur Cohen. Non, je suis là. Il n'est plus là, donc je crois. Ah, si, il est là. À la semaine prochaine. Alors. Ouais, vous êtes là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Monsieur Cohen. Voilà. C'est moi. Bonne soirée à tous.
Alors, les amis, me revoilà. Merci à toutes et à toutes d'avoir participé à cette chronique hebdomadaire, la stratégie gagnante de l'Iran. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont pris le live en cours, de vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube. Vous pouvez revoir en rediff. Et pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi, il y a le lien en haut. Et merci à, j'ai oublié son prénom la dernière fois, qui a fait une participation. Donc merci à lui. Et il se reconnaîtra. Et Monsieur Catalan, désolé, ce sera pour la prochaine fois. Hein. On se donne rendez-vous tous les vendredis à 19h30 avec la chronique hebdo avec Monsieur Jacob Cohen. Dernière chose, il paraîtrait qu'il y a des problèmes de son sur YouTube. Je ne comprends pas. Hein. Il y a des commentaires qui me sont faits en disant il n'y a pas de son. Alors, ça ne vient pas de moi. Hein. Nous, ça fonctionne très très bien. Vous m'entendez, tout le monde m'entend. Donc, s'il y a un problème, ça vient de chez vous. Essayez de voir d'où ça peut provenir. Que la paix soit sur vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Salam alaikum.